Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Parmi les troubles mentaux, la dépression occupe la deuxième position après les accoutumances, alcoolisme et toxicomanie. Aujourd'hui encore, nombreux sont ceux qui se contentent de prendre uniquement des médicaments pour sortir de la dépression. Or, à présent, nous disposons de différents types de psychothérapie qui se révèlent efficaces dans le traitement de la dépression. Par ses publications, Michael Yapko, 1, 2, 3, directeur de l'Institut Milton Erickson de San Diego, a montré les nombreuses manières dont l'hypnose peut être utilisée dans le traitement de la dépression. Même s'il privilégie les techniques ericksoniennes, telles que les métaphores et l'utilisation des ressources du patient, il recommande également d'intégrer la thérapie cognitive et comportementale à l'hypnothérapie. 4. Cependant, il existe d'autres techniques hypnotiques intéressantes auxquelles certains praticiens d'hypnothérapie ne pensent pas toujours, comme l'enregistrement des séances d'hypnose que le patient peut écouter chez lui. Compte tenu des travaux de Freud, de Jung et de Romay, il est possible d'effectuer un travail riche et efficace sur les rêves en séance d'hypnose. Pour le bien-être du patient, le praticien peut aussi associer à l'hypnose d'autres approches extérieures à l'hypnothérapie comme la thérapie systémique, la technique d'identification sensorielle des peurs inconscientes, TIPI ou l'ostéopathie. Vous aurez le plaisir de découvrir tout cela au cours de cette journée. Pour ma part, je vais vous parler des problèmes de comorbidité, dépression et troubles anxieux. Référence 1. YAPKOMD, When Living Hurts, Directive for Treating Depression. New York, Brunner Mazel, 1988. 2. YAPKOMD, Hypnosis and the Treatment of Depression Strategies for Change. New York, Brunner Mazel, 1992. 3. YAPKOMD, Treating Depression with Hypnosis. Philadelphia, PA, Brunner Routledge, 2001. TRFR. L'hypnose et le traitement de la dépression. Bruxelles, Satas 2006. 4. YAPKOMD, Breaking the Pattern of Depression. New York, Doubleday, 1997. Dépression et troubles anxieux, Jayabala Varma. Parmi les individus qui consultent un psychothérapeute pour une dépression ou pour un trouble anxieux, certaines personnes ne souffrent que d'anxiété ou de dépression. Or, 70% des sujets présentent une comorbidité relative à ces deux pathologies. 1. Épidémiologie. L'anxiété pure ou la dépression seule apparaît à des âges différents. Les recherches cliniques montrent que les troubles anxieux se manifestent surtout pendant l'enfance et pendant l'adolescence, et rarement après 20 ans. Presque tous les patients traités pour l'anxiété disent « J'ai toujours été anxieux ». La dépression seule se déclare plutôt à la fin de l'adolescence et devient de plus en plus fréquente à partir de l'âge de 20 ans. Les études effectuées dans les sociétés occidentales révèlent que la population comporte 2 fois plus de femmes anxieuses que d'hommes anxieux, et 3 fois plus de femmes déprimées que d'hommes déprimés. La dépression peut également être associée à d'autres problèmes comme l'alcoolisme et les addictions, l'anorexie et la boulimie, les troubles de personnalité ainsi qu'à certaines pathologies organiques comme le diabète, le cancer, la maladie de Parkinson et les douleurs chroniques. 1. 2. Caractéristiques communes. 1. Symptômes communs à la dépression et à l'anxiété. Pour mon intervention, je vais me limiter aux problèmes liés à l'association de la dépression à l'anxiété et à leur traitement. Ces deux pathologies présentent certains symptômes en commun. Troubles de l'humeur, irritabilité, difficulté pour se concentrer, troubles du sommeil, modification de l'appétit, fatigue. D'autres plaintes somatiques non spécifiques comme par exemple des tensions ou des douleurs dans le cou, dans le dos ou dans la région abdominale, distorsion cognitive. Face à une situation ambiguë, les personnes concernées par l'anxiété ou par la dépression interprètent le problème en utilisant leur propre cadre de référence. Elles vont surestimer le danger et sous-estimer les ressources personnelles. Ainsi, elles se sentent impuissantes à faire face aux problèmes de la vie. Quand la dépression et un trouble anxieux sont présents en même temps chez un individu, les symptômes sont plus persistants.
Le sujet manifeste un comportement de dépendance et demande de l'aide. Et le risque de suicide devient plus élevé. 2. Origine des problèmes de dépression et d'anxiété. Selon le psychologue américain David Barlow, 2. Les personnes souffrant de dépression et d'anxiété présentent 3 sources de vulnérabilité. A. Les facteurs génétiques constituent une vulnérabilité biologique généralisée. Cependant, la composante génétique de ces 2 problèmes n'intervient qu'environ dans 30% des cas. Ce qui contribue le plus à ces 2 pathologies, ce sont les expériences vécues pendant l'enfance et l'adolescence et les apprentissages acquis à un jeune âge. Ces facteurs sont déterminants pour ces troubles. Ainsi, un enfant dont un parent est anxieux devient à son tour anxieux, plus par imitation et par identification que par transmission génétique. B. Un enfant qui a été exposé à un stress dès son plus jeune âge, en particulier à des événements de sa vie incontrôlables ou imprévisibles, peut développer une dépression et/ou une anxiété chronique d'anticipation. Inversement, instaurer un sentiment de maîtrise ou de contrôle au cours du développement d'un enfant semble le protéger contre la tendance à développer une réaction d'anxiété. Les enfants anxieux présentent 2 à 4 fois plus de risques de devenir déprimés, à long terme, que les autres enfants n'ayant pas eu d'histoire d'anxiété. Ainsi, une anxiété chronique non traitée évolue en dépression. L'explication physiologique de cette évolution est présentée par Christine Pillon-Debove dans son article intitulé « Ostéopathie et hypnose, une synergie dans le traitement de la dépression ». Pour libérer le patient de ses apprentissages précoces, il est déterminant de traiter les événements qui ont contribué au développement de l'anxiété et de la dépression. L'anxiété et la dépression sont toutes les 2 associées à une orientation interne. Face à une situation extérieure perçue comme menaçante, la personne souffrant d'anxiété et/ou de dépression focalise son attention sur ce qui se passe à l'intérieur d'elle-même. Elle a recours à une auto-évaluation négative d'elle-même et se considère comme incapable de faire face à la menace. Et cette focalisation interne intensifie l'affect négatif. 3. Attitude face à une situation difficile. Face à une situation difficile, une personne peut adopter une des 3 attitudes suivantes. Une approche directe de résolution de problèmes. L'évitement. La rumination. L'évitement et la rumination sont directement corrélés à la dépression et à l'anxiété. Un groupe d'enfants a été exposé à des situations ambiguës concernant une menace possible sur le plan physique ou social. Les enfants anxieux les ont interprétées comme étant plus menaçantes que les enfants qui n'étaient pas anxieux. Et plus souvent que les autres sujets, ils ont également choisi les solutions d'évitement. Par ailleurs, les analyses des contenus des ruminations montrent que de nombreuses pensées reflètent l'incertitude sur le degré de contrôle des situations importantes. Ceux qui ruminent sont plus incertains que ceux qui ne ruminent pas à propos des solutions qu'ils trouvent pour des problèmes complexes. L'incertitude peut mener à des analyses supplémentaires et non pas à l'action, et elle augmente l'anxiété. Quand on encourage les personnes dysphoriques à ruminer, elles n'envisagent que les issues négatives de la situation et elles ne s'auto-évaluent que d'une manière négative et désespérée. De ce fait, comme le précise Nolan Oxema 3, ceux qui ruminent peuvent vaciller entre anxiété et dépression et leurs cognitions peuvent osciller entre incertitude et désespoir. 4. Pensée globale. Une erreur cognitive fréquente, qui se retrouve aussi bien dans l'anxiété que dans la dépression, est la pensée globale. Ainsi, la personne aperçoit la forêt et éprouve des difficultés pour distinguer les arbres. Ce mode de fonctionnement mental ne permet pas de mettre les problèmes dans des compartiments et en conséquence, l'anxiété apparaît. La pensée globale empêche de réfléchir de manière séquentielle. 4. Et elle aggrave le sentiment d'impuissance et le désespoir chez le sujet déprimé. Une thérapie efficace des troubles anxieux et de la dépression doit tenir compte de ces erreurs cognitives pour arriver à des résultats satisfaisants à long terme. Il est nécessaire aux patients anxieux ou déprimés de développer la pensée détaillée. Pour les aider à acquérir ce mode de fonctionnement mental, le praticien peut leur demander de décrire les différentes phases pour accomplir une action banale. Par exemple,
Il peut leur proposer de spécifier toutes les étapes à suivre pour aller de chez eux à leur lieu de travail ou pour expliquer à un martien comment prendre une douche ou comment faire un plein d'essence. La pensée globale compromet la capacité de voir les choses différemment, dans les situations qui paraissent se ressembler. Or, il est important de percevoir les différences même dans des situations qui semblent similaires. L'expérience suivante, effectuée aux États-Unis, démontre les conséquences négatives des situations où il est impossible de percevoir les différences. Les singes sont installés sur des chaises. Le chercheur leur montre des carrés et des cercles. Quand les singes touchent un carré, ils obtiennent de la nourriture en récompense et quand ils sont en contact avec un cercle, ils reçoivent un léger choc électrique. En moins de 5 ou 6 répétitions, les animaux apprennent à ne toucher que les carrés et évitent le contact avec les cercles. Puis l'expérimentateur leur montre des carrés ainsi que des cercles de couleurs, de tailles et de formes différentes. Et progressivement, les carrés se transforment en cercles et les cercles deviennent des carrés. À ce stade, les singes ne bougent plus, mais ils ressentent une énorme anxiété à cause d'un conflit interne. Ils veulent la nourriture et en même temps, ils ont peur de recevoir un choc électrique. Il est donc important de pouvoir faire la distinction. Quand une personne aborde une situation problématique avec la pensée globale, elle ne dispose pas de cette aptitude et en conséquence éprouve des difficultés pour prendre une décision. 3. Psychothérapie. Lorsqu'un patient consulte pour un problème d'anxiété et de dépression, comment faut-il procéder en thérapie? 1. Renforcement du moi et stabilisation. A. Psychoéducation. Je considère que la première étape en psychothérapie, quel que soit le problème ou l'individu à traiter, c'est la psychoéducation. Dès le début du traitement, il est important de donner aux patients des informations sur l'anxiété et sur la dépression. Il incombe également au thérapeute d'expliquer que ces deux pathologies ne sont pas des maladies, et d'attirer l'attention du patient sur la notion qu'il est possible de se libérer de ces problèmes par une thérapie pluridisciplinaire incluant des techniques hypnotiques, énergétiques et cognitives. Cette psychoéducation peut commencer à la première ou à la deuxième séance, vu les résultats des scores au questionnaire anxiété-dépression. À ce stade, le plus important n'est pas de savoir s'il faut d'abord traiter la dépression ou l'anxiété, mais de donner aux patients des outils de gestion de l'affect dès le début de la thérapie. Auparavant, quand j'avais affaire à une personne présentant un niveau de dépression assez élevé avec un score de 30 ou plus au questionnaire de Beck, je l'envoyais consulter un psychiatre pour un traitement médicamenteux, parallèlement à la psychothérapie. Maintenant, je lui explique que si tous les jours elle pratique les exercices que je lui enseigne, les niveaux d'anxiété et de dépression baisseront rapidement et que de cette façon, elle pourra éviter les médicaments. Certains individus préfèrent adhérer à mon programme plutôt que de dépendre des médicaments qu'ils prennent, souvent depuis plusieurs années, sans arriver à se libérer de leur dépression ou de leur anxiété. D'autres, en particulier les patients très gravement déprimés ou ceux présentant un trouble de personnalité, ne font pas ces exercices et cette difficulté à coopérer pour la pratique à domicile est liée à la nature même de leur pathologie. Je termine le premier rendez-vous par une séance d'hypnose pour renforcer le moi du patient et pour redonner l'espoir, à l'instar de Michael Yapko, 5, en insistant sur le fait que le changement est inévitable. B. Identification et correction des problèmes d'énergie. À la deuxième rencontre, je procède au test d'énergie pour repérer et pour corriger les problèmes d'énergie. La personne anxieuse ou stressée est généralement en surénergie. De plus, elle révèle également un état de sous-énergie résultant d'une surénergie chronique. En général, le sujet déprimé présente une homolatéralité et une sous-énergie. Et même si je ne repère aucun problème d'énergie, je fais faire la correction des 4 problèmes les plus fréquents: la sous-énergie, la surénergie, l'inversion psychologique massive et l'homolatéralité. Après avoir enseigné chacune de ces corrections, je teste pour savoir s'il est bénéfique pour le patient de pratiquer ces corrections et si oui, à quelle fréquence. Très souvent, les individus anxieux et ceux qui sont déprimés ont besoin d'effectuer les 4 corrections tous les jours et à ces 4 techniques, j'ajoute la correction de l'agrafe qui permet d'améliorer la concentration, 6.
Les problèmes d'énergie non traités peuvent ralentir le progrès de la thérapie et se manifestent souvent sous forme de résistance. C. Enseignement des techniques de gestion de l'affect. Au 3e rendez-vous, j'enseigne les algorithmes de la thérapie du champ mental, TFT, Thought Field Therapy, ou les techniques de liberté émotionnelle, EFT, Emotional Freedom Technique, comme un traitement de fond. Je détermine la fréquence à laquelle le patient doit pratiquer la technique choisie. Cette pratique lui permet de renforcer un calme intérieur au quotidien. Je lui demande aussi d'utiliser cette méthode pour se libérer de toute émotion désagréable, liée à chaque événement qui le dérange dans sa vie de tous les jours. Au 4e rendez-vous, je lui apprends l'auto-hypnose et si le temps le permet, je fais un ancrage positif en employant la technique du lieu sûr avec les stimulations alternatives hypnotiques marque déposée. Pour l'auto-hypnose, j'enregistre la séance sur le téléphone portable du patient qui peut ainsi écouter cet enregistrement chez lui, s'il ne parvient pas à pratiquer l'auto-hypnose tout seul. Au cours du traitement, il est également utile de lui enseigner la méditation pleine conscience, 7, le training autogène de Schultz et les différentes techniques de visualisation en auto-hypnose. Le but de ces apprentissages est de permettre à la personne de gérer l'anxiété et la dépression par elle-même, et non pas en prenant des médicaments. D. Traitement de l'insomnie. Au début de la thérapie, il importe également de tenir compte du fait que les patients anxieux et déprimés connaissent souvent des troubles du sommeil. L'insomnie peut précéder ou renforcer une dépression. Les troubles du sommeil peuvent exacerber l'humeur négative et interférer avec les performances au travail. Le praticien apprend aux patients à mieux dormir grâce aux techniques hypnotiques et à celles de la psychologie de l'énergie. La correction de la surénergie, la correction de l'inversion psychologique massive et, dans certains cas, la correction de l'inversion d'un niveau profond ainsi que l'algorithme de l'insomnie de la thérapie du champ mental. Ainsi, ces premières séances sont consacrées au renforcement du moi et à la stabilisation. Au 5e rendez-vous, j'évalue à nouveau le niveau d'anxiété et de dépression et je compare les scores avec les 2 questionnaires initiaux de TAG, 8 et de Beck, 9. Et très souvent, je constate qu'il a considérablement baissé. L'absence de baisse de ce niveau indique que le patient n'a probablement pas pratiqué les différents exercices. Quelle que soit la cause, si les scores de l'anxiété et de la dépression n'ont pas diminué et s'ils restent très élevés, je demande au patient de consulter un psychiatre pour être traité par des médicaments, parallèlement à ma psychothérapie. 2. Traitement des traumatismes. En thérapie, après cette étape, il est important de traiter tous les traumatismes du passé qui sont à l'origine des croyances négatives sur soi, sur les autres et sur l'avenir. Le praticien peut libérer le patient des traumatismes du passé par des techniques hypnotiques, par des techniques de la psychologie de l'énergie, ou par les stimulations alternatives hypnotiques marque déposée. Indépendamment de l'approche utilisée pour la désensibilisation, il est indispensable d'installer une croyance positive pour chaque événement. À ce stade, il est primordial d'aider aussi le patient à prendre conscience de sa propre vulnérabilité. Les personnes anxieuses ou déprimées ont tendance à se mettre dans des situations où elles ne devraient pas être. Par exemple, avec un caractère indépendant, le patient peut continuer à travailler comme salarié pour un patron dominateur. D'autres restent figés dans une fonction où ils se sentent piégés. Ces positions entretiennent l'anxiété et la dépression. Il devient alors nécessaire d'apprendre aux patients à prendre des décisions bénéfiques pour eux. C'est l'occasion de leur enseigner une technique de résolution des problèmes pour sortir de ces situations. 10. La personne anxieuse a tendance à s'angoisser devant ses problèmes et à voir des catastrophes partout. Ainsi, les problèmes paraissent insurmontables. De ce fait, elle ne fait rien et l'anxiété augmente. Quant au sujet déprimé, il reste dans l'inaction à cause de son pessimisme et de son désespoir face aux difficultés. Mais après le travail de stabilisation et le traitement des traumatismes, les patients anxieux et déprimés se sentent beaucoup mieux. Par conséquent, ils coopèrent plus volontiers car ils ont confiance dans la thérapie. Il est important de vérifier s'ils continuent à avoir recours à l'alcool ou à la drogue pour faire face à la dépression ou à l'anxiété. Si c'est le cas,
Il est facile de les libérer de leur dépendance par les stimulations alternatives hypnotiques marque déposée ou par les techniques de la psychologie de l'énergie. 3. Identification et correction des distorsions cognitives. À ce stade, il est utile d'enseigner aux patients comment identifier et corriger les distorsions cognitives. 11. 4. Traitement des schémas. Enfin, la thérapie se termine par le traitement des schémas, 12, qui concernait le patient au début de la prise en charge. Pour une description plus détaillée de cette psychothérapie en 4 étapes, le lecteur peut consulter les actes des précédents congrès de l'Association européenne des praticiens d'hypnose, en particulier l'hypnose en psychosomatique, 13, hypnose et troubles anxieux, 14, et hypnose et contrôle des habitudes, 15. Une telle approche pluridisciplinaire permet non seulement de libérer la personne des troubles anxieux et dépressifs, mais aussi d'éviter toute rechute. Référence 1. Stevens D., MERIKANGASK, MERIKANGASJ, Comorbidity of Depression and Other Medical Conditions, in BKME Lebert W. ed. Handbook of Depression. New York, Guilford, 1995, pages 147 à 199. 2. Barlow D.H. Anxiety and its Disorders, The Nature and Treatment of Anxiety and Panic. Second edition. New York, Guilford, 2002. 3. NOLENHOEKSEMAS, Women Who Think Too Much. London, Piatkus Books Ltd, 2003. 4. YAPKO Monsieur, Treating Depression with Hypnosis. Philadelphia, PA, Brunner Routledge, 2001. TRFR. L'hypnose dans le traitement de la dépression. Bruxelles, Satas 2006. 5. YAPKO Monsieur, Hypnosis and the Treatment of Depression Strategies for Change. New York, Brunner Mazel, 1992. 6. Eden D. with Feinstein D. Energy Medicine. New York, Jeremy Petarcher Putnam, 1998. TRFR. Médecine énergétique. Outremont, Québec, Ariane 2005. 7. Nissou J. Monsieur, Intégration de la thérapie cognitive fondée sur la pleine conscience, Mindfulness, dans l'hypnothérapie des troubles anxieux, Invarma D. Édition, Hypnose et troubles anxieux. Paris L'Harmattan 2010. 8. Varma D. Questionnaire d'évaluation de l'anxiété élaboré à partir du DSM-III. 9. VKT, Ward CH, Mandelson Monsieur, MOGJ, ERBAUGHJK, en Inventory for Measuring Depression, in Archive of General Psychiatry 1961, volume 4, page 561-571. 10. Kotroji, La répétition des scénarios de vie, Demain est une autre histoire. Paris Odile Jacob, 2001. 11. Burns D. Feeling Good The New Mood Therapy. New York, William Morrow 1980. TRFR. Être bien dans sa peau. Saint-Lambert, Edition Héritage 1900. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.